Donc là, on vient d'arriver à Katmandou. Katmandou, bah forcément, vous avez un grand aéroport et la tradition veut que vous soyez béni par ce joli collier. Dans notre aventure, quand même, hein, on était accompagné d'un Népalais sur place qui s'appelle Jambou Sherpa, qui fait partie de l'association Achille, hein, d'ailleurs, mais Kitri vous en parlera sûrement mieux que moi. Et quand on a monté ce projet, il nous fallait des référents sur place et c'était faire avec des Népalais aussi. Ce projet, il ne pouvait pas aboutir tout seul. Donc Jambou, quand il a accueilli tout ce monde-là, et bah forcément, il a fait l'accueil comme il se doit sur place. Donc au tout début, on est sur Katmandou. Katmandou, c'est l'accueil, c'est cette grande ville dans une cuvette. Et c'est aussi, voilà, c'est lever de soleil un peu atypique. On est au pied des montagnes, mais autant vous dire qu'avec le ciel un peu gris, on ne le voit pas. On a fait juste une nuit. Après, on est tous embarqués dans cette espèce de minibus pour aller pas loin à 200 km. Mais pour aller à 200-230 km au Népal, il faut quand même considérer que ça peut mettre entre 6 et 10 heures. L'autoroute là-bas, autant vous dire que ça ne fonctionne pas. Sur la route, on a croisé pas mal de choses et dans ces cas-là, quand on circule sur cette route, bah voilà, on est dans un paysage hein, au bord de rivière, alors au bord, voilà, et forcément tout le commerce se développe autour de la route. Et en ce moment, c'était la période des bananes. Donc on a tous profité de ce joli régime de bananes avant de partir. Cette route nous a mené à Pokhara. Pokhara, donc là on est dans une ville un peu plus agréable hein, pour nous, beaucoup plus calme, et surtout, on commence à voir quelques gros sommets. Donc Pokhara hein, est connu aussi par rapport à un lac qui est donc sur son biais. C'est quand même une grande ville, hein, ça doit être la deuxième ville du Népal. Beaucoup plus moderne, on peut voir que les installations électriques font partie du système local. Comme je vous disais, hein, la méditation faisait partie du projet, donc tous les jours on essayait de trouver un temps pour la méditation, pour les uns et pour les autres. Le lac de Pokhara, donc avec toutes ses couleurs, hein, et tous les sommets là-bas au fond hein, qu'on commence vraiment à voir de plus en plus. Alors à chaque fois ça joue un peu avec les nuages hein, au niveau de la météo, puisqu'on était à la sortie de la mousson et qu'il y avait encore pas mal d'humidité dans l'air. Un dernier point carte, tous ensemble avant de partir dans la grande aventure. 1h30 de taxi, en gros avec des gros trous, on s'est même demandé si on allait arriver, nous ont permis de commencer à marcher. Donc un des sommets qui nous a accompagnés tout le long, hein, c'est ce sommet, la queue de poisson on va dire. Hein. Hop, je vais juste revenir vite fait dessus. Le fishtail comme certains l'appellent en anglais, mais surtout le Machapuchre, ou charret comme vous voulez. Et qui était un sommet encore sacré hein, il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a encore 2-3 ans, personne n'avait le droit de grimper là-haut. C'est la terre des dieux, on est encore dans beaucoup de croyances. Cette histoire de Dieu, hein, ce qu'il faut penser, c'est que toutes les montagnes finalement étaient sacrées pour les populations locales. Hein. Chez nous, je vous rappelle que c'est pas un Pyrénéen qui est monté en haut de la Neto en premier. Le Mont Blanc, c'est pas un Français non plus. Enfin, ils ont été accompagnés par des populations locales, mais il y a des territoires qui étaient quand même sacrément sacrés. Là-bas, il en restait un dernier. Je dis qu'il restait puisque depuis 2 ans, en fait, quand on a des permis d'ascension, aujourd'hui, nous commençons à avoir le droit de monter là-haut. Bien ou pas bien, en tout cas, le sacré n'existe plus sur cette montagne. C'est une montagne assez emblématique avec cette forme hein, vraiment particulière. Nous, on avait prévu d'arriver jusqu'au pied de sa crête. Cette montagne, elle fait à peu près 6990 mètres. L'avantage au Népal, c'est que quand on veut se restaurer le soir, on est vraiment dans des lodges tout confort. Donc la cuisine, forcément, ce ne sont que des produits locaux, il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas de frigo. La vue du balcon, c'est ce genre de grosse montagne. Donc à chaque fois, là, on est encore dans l'étage des hommes. On avait décidé de partir de Dempous. Dempous, en gros, hein, on est à 1800 mètres d'altitude. Et donc pour arriver au bout de quelques jours sur 4005. On a évolué sur une crête. Hein. Cette crête nous a permis de garder un paysage ouvert d'un côté comme de l'autre. Et cette crête, au fur et à mesure, donc vous avez des lodges, des endroits où on peut se restaurer, on peut boire un thé, mais des endroits aussi où on peut dormir et où on est plutôt bien accueilli. Alors si vous marchez au Népal un jour, il vaut mieux aimer les marches. D'ailleurs, celui qui déteste les marches n'est pas là. Mais beaucoup de montées sont faites avec des escaliers et des marches. Et ces marches, il y en a un paquet. Alors sur la route, forcément, il y a des animaux domestiques, hein, principalement, hein, nous on a croisé. Et puis des animaux sauvages aussi. L'autonomie, hein, c'est vraiment l'idée. Donc si j'ai besoin de lait, autant l'avoir directement sur place. Une des caractéristiques aussi du voyage, c'était d'essayer d'aller rencontrer un peu les populations locales, de voir un peu comment ça se passait, si on pouvait on les aider un peu. Et là vous aviez la préparation du masalati et la dégustation.
Donc tout au long du chemin, au fur et à mesure, voilà, il y a les petites cabanes à chaque fois qui permettent de faire des pauses qui sont quand même confortables, où on peut se restaurer et où on peut en profiter. Des graines de rhododendron. Puisqu'on a évolué dans d'énormes forêts de rhododendron. Là-bas, les forêts de rhododendron, ce sont des arbres qui font 3 mètres de haut par rapport à nos buissons qu'on a chez nous. Donc ça change beaucoup de choses. Sur le chemin, forcément, il y a aussi des endroits de recueil, des endroits sacrés, des endroits où vous avez ces fameux drapeaux de prière, de pensée, vous prenez comme vous voulez. Et donc forcément, on en profitait aussi. Souvent, c'est des endroits avec des vues qui sont assez magnifiques pour justement méditer ou tout simplement se reposer. Donc voilà les petits rhododendrons dans lesquels nous évoluons. La météo, il y a des fois où c'est un peu nuageux, et puis il y a des fois où ça s'ouvre complètement, mais en gros avec Charlotte on a passé un peu plus d'un mois. Sur un mois, moi j'ai eu 2 heures de pluie, donc on ne peut pas vraiment dire que ça soit contraignant. Alors des fois, forcément, les lodges c'est plus ou moins rustique. Là pour la petite histoire, ce jour-là, j'avais missionné Jean Bou, donc le monsieur en noir là que vous voyez devant vous, de partir un peu devant pour anticiper un peu le repas pour tout le groupe. Et puis en fait il est arrivé dans la première cabane, donc ils avaient construit toute la cabane, on pouvait manger, tout était machin, il n'y avait pas de souci, sauf qu'il n'y avait pas d'eau dans la cabane. Donc en fait le cuisinier ne pouvait pas faire à manger à cet endroit-là. Donc du coup Jean Bou est parti dans une autre cabane juste devant pour essayer de voir un peu comment c'était possible. Et puis quand il est arrivé dans l'autre cabane, il y avait de l'eau, mais là il n'y avait rien à manger. Donc il fallait qu'il aille dans l'autre cabane encore d'après pour récupérer à manger, pour revenir dans la deuxième, pour récupérer tout ce qu'il fallait et réussir à faire manger à l'ensemble du groupe pour que nous, quand on arrive, en gros, tout soit prêt. La magie népalaise, c'est vraiment ça. Nous, autant on s'est adapté, mais eux, ils s'adaptent vraiment et ils ont toujours des solutions à tout. Donc la forêt là-bas, en gros, on l'a suivi jusqu'à quand même 3200 mètres d'altitude. Les arbres, on y est un bon moment. Alors c'est des forêts qui ont une humidité tout autour, enfin tout pousse, vous avez des orchidées qui poussent sur les troncs. C'est assez hallucinant. Les portages là-bas, il y en a beaucoup à dos d'hommes, mais il y a quand même... Alors on n'a pas réussi à identifier si c'était des poneys, des mulets. Voilà, on est dans un entre-deux. Enfin bon, c'est une espèce locale. L'arrivée à Forest Camp, donc là on est dans le dernier camp avant de quitter cette forêt. Pareil, on est encore un peu dans du confort. Donc là dans les lodges, vous avez de l'électricité encore dans des chambres, vous avez de la lumière, vous avez de quoi avoir du wifi. Et puis surtout, on peut manger, dormir, se restaurer. Les douches, ça commence à être un peu plus compliqué, mais ça va encore. Là, tout ça, toutes ces photos là qu'on voit, forcément, c'est un peu les mêmes montagnes qu'on va retrouver. Là, on est passé sur le coup. Au niveau du rythme, tous les jours, on a essayé de se lever à peu près pour le lever de soleil. C'est quand même un moment qui est plutôt agréable. En général, les nuages ne sont pas là non plus, donc la vue est beaucoup plus dégagée. Et par contre, à 6h, il fait complètement nuit, quoi. Donc le repas finalement se faisait vers 6h, 6h30 et après chacun vaque un peu à ses occupations, mais en général vers 8-9h il n'y a plus personne. Ça c'était l'équipe de porteurs avec laquelle on est parti, puisqu'au Népal tout se fait avec des guides locaux mais aussi avec des porteurs. Les porteurs, pour revenir juste vite fait dessus, Jean Bou quand il avait commencé son travail, donc Jean Bou on va dire il y a à peu près une quinzaine d'années, il me racontait que lui au début donc, il était porteur, et quand il était porteur à son époque, il portait des fois jusqu'à 35 kg. Il avait 16-17 ans à cette époque-là. Et pour porter ces 35 kg, il était payé, je crois, il nous dirait mieux, mais dans les 2 euros, 2,50 € la journée. Et il a accepté quand même de faire ce travail, de continuer à faire ce travail, et c'est ce travail qui lui a permis un jour de devenir cuisinier, puis un jour de devenir guide, et puis un jour de devenir guide de haute montagne. Et puis maintenant, il vient en France, et puis maintenant, il a fait peut-être 4 fois l'Everest, et son chemin, il a été fait. Et les porteurs, nous, qu'on avait décidé de prendre, donc c'est Jean Bou qui nous les avait choisis, bien sûr, et nous, ce qu'on avait décidé, c'est que chaque porteur, il pouvait avoir 15 kg maximum sur le dos. Puisque après ils ont le droit de porter leurs affaires, tout ce qu'on veut, mais chacun avait un peu l'obligation, on va dire, de respecter le dos de ces jeunes, puisque c'était pas le but de les exploiter non plus. Et nous on avait décidé aussi qu'ils soient payés de façon en tout cas raisonnée, et on avait vu avec Jean Bou, et donc ils étaient payés à peu près 25 € par jour. Pour eux. Donc eux ils étaient quand même super contents des conditions qu'ils avaient, et puis on espère que derrière ils trouveront toujours ces conditions là pour travailler. Mais tous n'ont pas ces conditions de travail, soyons bien d'accord. Donc toujours ce match à Poucharé au fond là, qui nous domine.